Hello tout le monde, alors je vous fais cette vidéo rapidement car aujourd'hui nous sommes le 28 mars 2026 et en fait c'est considéré comme la journée mondiale de sensibilisation à l'endométriose. Et pour ceux qui ne le savent pas, eh bien évidemment si je vous en parle c'est car en 2021 j'avais été diagnostiquée avec de l'endométriose mais également de l'adénomiose. Et c'est vrai qu'entre-temps je vous en ai plus trop parlé. Du coup dans cette vidéo ce sera l'occasion de vous donner des nouvelles par rapport à ça, de revenir sur mon parcours assez rapidement. Évidemment, ça permet de sensibiliser et ça passe du coup par le fait d'en parler, de parler de son parcours. Car faut savoir que l'endométriose, même si c'est une maladie extrêmement fréquente qui touche des millions de femmes dans le monde, eh bien ça reste encore assez méconnu et l'errance médicale est toujours très présente dans le parcours de diagnostic. Alors pour commencer, moi déjà, depuis le début de mes menstruations, j'ai toujours eu des crises de douleur atroces et en fait on m'a toujours dit que c'était normal d'avoir mal. Et en fait plus les années passaient et plus j'avais ce genre de crise qui était beaucoup plus fréquente hors période de menstruation et surtout ça jouait aussi beaucoup sur mon transit. En fait, comment vous dire que c'est des douleurs qui me vident complètement de mon énergie. Donc dans ces moments-là, j'ai zéro force. C'est horrible à quel point je me sens raplapla, même parler, ça devient un effort insurmontable. Et en fait, je suis pliée de douleur. Surtout, j'ai une douleur tellement atroce que j'en ai des sueurs froides. C'est vraiment une impression que je vais m'évanouir. Je sais pas si vous avez déjà eu des malaises, mais en fait, on a des sortes de sueurs froides. On a l'impression qu'en fait, on se sent partir, mais on voit tout blanc. Enfin, c'est trop bizarre. Moi, j'avais beaucoup ça quand j'avais été en manque de potassium, en hypokaliémie, des malaises et tout. J'avais toujours cette sensation et en fait aussi quand ma tension est très basse, et c'est à peu près ça. Du coup, quand j'ai des crises d'endométriose, c'est ça, j'ai des sueurs froides, je me sens tellement mal et puis je peux rester ici, il y a pas de tabou, mais je peux rester des heures aux toilettes parce que quand il y a ça, ça peut s'associer à de la diarrhée, ce genre de choses. Bref. Et en fait, on m'a toujours dit que c'était normal, puis un jour, j'ai appris l'existence de l'endométriose et en fait, j'ai remarqué que mes douleurs pouvaient correspondre à ça. Mais en voyant que les médecins plutôt basiques, du type médecin généraliste, etc., quand tu leur dis que t'as mal, ils te prescrivent juste un anti-inflammatoire, précisément de l'Antadis, qui agit un tout petit peu, mais bon, c'est généralement du Spasfon qui fait rien. Eh bien, je me suis dit que c'est pas auprès d'eux que j'allais pouvoir savoir si je souffre ou non d'endométriose. Et ensuite, eh bien, j'ai appris l'existence des centres experts. Et là, en fait, j'ai pris un rendez-vous et après, je vous ai tout résumé à l'époque. Si ça vous intéresse, le lien des vidéos avec tout mon parcours pour le diagnostic que je vous ai partagé, comme d'habitude, je vous emmenais avec moi, etc., sont dans la description de cette vidéo. Donc, à ce moment-là, eh bien, j'avais été dans un centre expert et en effet, au vu de mes symptômes, ils ont confirmé qu'il y avait une suspicion d'endométriose. Donc là, pour une fois, mes symptômes n'étaient pas minimisés par rapport à ça et il y avait bien quelque chose, genre c'était pas moi. Et en fait, c'est fou à quel point quand tu souffres, on te dit c'est rien et après c'est toi qui te remets en question, en tort. Après tu te dis ah mais peut-être que je me fais des idées machin alors que non, il y a bien quelque chose qui va pas. Donc là j'avais compris que c'était pas normal d'avoir mal à ce point dans ce genre de situation, etc. Suite à ça on m'a prescrit les examens assez basiques qu'on fait pour le diagnostic, ce qui comprend l'IRM et l'échographie pelvienne. Sauf que pour ceux qui avaient suivi, c'était un parcours du combattant pour pouvoir passer l'IRM parce qu'en fait j'ai pas pu la passer tout simplement, c'était impossible. Ou que je demandais, j'avais contacté énormément d'établissements qui la pratiquaient parce qu'évidemment c'est pas partout qui font ce genre d'IRM, donc qu'importe où je contactais pour la faire, ils me disaient qu'ils pouvaient pas me la faire vu que j'ai un pacemaker gastrique. Et je pouvais pas la faire dans mon hôpital habituel où j'avais déjà fait des IRM parce qu'ils font pas des IRM pour l'endométriose. Donc à cause de mon pacemaker, ça a été impossible de faire l'IRM, mais heureusement qu'il y a en parallèle l'échographie pelvienne. En principe, c'est deux examens qui se complètent parce qu'on peut voir des choses plus en détail avec l'IRM que l'échographie, etc. Donc c'est pour ça que des fois, par exemple, vous pouvez faire un IRM, on verra rien du tout, mais après on verra des choses à l'échographie, et inversement, rien voir à l'écho et voir des choses dans l'IRM. Bref, donc du coup, on m'a fait faire l'échographie pelvienne en me disant que c'est possible qu'on ne voit rien. Mais dans ces cas-là, si l'échographie revenait négative, j'aurais jamais su si j'aurais de l'endométriose si l'IRM ne se faisait pas, ce qui était déjà mission impossible. Donc j'ai pratiqué cette échographie dans cet hôpital qui avait un centre expert de l'endométriose et devinez quoi, il n'avait rien trouvé. Et en fait, j'ai appris que même si on faisait les bons examens pour le diagnostic de cette maladie, eh bien, ça pouvait être extrêmement difficile à déceler. Donc, il y en a par exemple qui font l'écho, l'IRM, etc. On ne trouve rien alors qu'ils en souffrent bel et bien. Donc voilà, c'est un diagnostic qui peut être très compliqué à faire, des fois, même s'il y en a qui se disent spécialistes, ils ne trouvent pas forcément. Donc là, j'étais censée être dans un centre expert, donc ils sont spécialisés, pourtant ils n'avaient rien trouvé. Et ensuite, quelqu'un m'a orienté vers un docteur extrêmement spécialisé dans l'endométriose,
mais un poids vraiment très reconnu. Et là, par contre, c'est dans un hôpital privé. Et là, en fait, il m'a refait faire le même examen, donc une échographie pelvienne. Et là, en fait, il m'a diagnostiqué avec de l'endométriose. Il le voyait clairement dans l'examen, mais également avec de l'adénomiose. Donc voilà, donc je suis passée de rien à tout ça. En même temps, il montrait dans l'échographie, il me disait là, vous voyez, vous avez de l'endométriose, là, c'est ceci, cela. Donc tout était visible, je le voyais noir sur blanc sur l'examen. Et là encore, vous voyez, c'est bien qu'il y ait un médecin qui te montre. C'est pas juste il fait ça dans son coin, tu sais pas ce qui se passe. Et parce qu'en plus, il y avait des étudiants avec lui. Et il y avait pas que qui apprenaient, il y avait moi aussi, bref. Et du coup, ben, suite à ce diagnostic, ben, le docteur, au moins, vous voyez, il comprenait très bien mes symptômes et il était tellement habitué à ce genre de parcours. Bah, en fait, pendant tout ce temps, je me suis dit, waouh, j'ai souffert à ce point. Et je voulais pas préciser, mais la seule chose qui calme un minimum lorsque j'ai ces crises, eh bien, c'est d'avoir une bouillotte extrêmement brûlante sur mon ventre au point où ça me fait des cloques. D'ailleurs, j'en ai encore des cicatrices. Et vous savez, dans cette maladie, les symptômes peuvent être tellement minimisés. Et d'ailleurs, si vous ne le saviez pas, parmi les traitements proposés, il y a également l'ablation de l'utérus. Et vous savez, à un moment donné, j'étais tellement désespérée de souffrir à ce point que j'y pensais sérieusement. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, cette opération, c'est pas une solution universelle car chaque corps est différent et l'endométriose peut persister au-delà de l'utérus. Donc même sans utérus, on n'en est pas forcément guéri, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et en fait, il faut savoir que par rapport à l'endométriose, le traitement principal qu'on va vous proposer, en fait, c'est de stopper vos menstruations, donc vos règles. Et pour ça, ben, dans mon cas, on m'a prescrit des pilules. C'est la première fois que j'en prenais et comment vous dire à quel point j'ai pas du tout toléré. Au contraire, ça me faisait même des effets secondaires. Donc, lorsque j'en parlais, ben, c'était toujours on t'essaye un autre type de pilule, machin. Mais quand tu vois les effets secondaires de ce médicament, la liste est longue. Moi, j'étais choquée quand j'ai ouvert le petit papier qu'on te met dans la boîte du médicament. La liste était comme ça. Vraiment, les effets secondaires, je n'exagère pas quand je vous dis que c'était comme ça. Et j'étais en mode, mais attends, c'est quoi ça? Enfin, c'est pas possible de prendre un médicament qui a plus de risques de donner des problèmes qu'autre chose. Donc, déjà, je le tolérais pas, donc voilà. Et en fait, là où j'étais suivie, tout ce qu'on me proposait, bah, c'était ça. C'était les médicaments qui stoppaient les règles et tout ça, et c'est tout. Dans ces circonstances, on pouvait clairement rien pour moi. C'est pourquoi bah, j'ai complètement arrêté mon suivi avec l'endométriose. Donc, le dernier, ça doit remonter, je sais pas, 2022, 2023, quelque chose comme ça. J'ai plus du tout de suivi. Ensuite, bah, j'ai juste continué à avoir ces crises de souffrance extrême. Mais maintenant, entre 2021 et maintenant, il y a des améliorations. En fait, ça s'est fait tellement petit à petit qu'il n'y a pas un moment où je me suis dit, ah bah tiens, là, je vais mieux niveau endométriose. Ça s'est vraiment fait au fur et à mesure. Et en fait, les choses qui ont changé entre-temps, bah, j'ai remarqué qu'il y a une énorme amélioration. Après mon deuxième passage aux États-Unis, je leur avais parlé de mon endométriose. Et en fait, ils m'avaient donné des choses pour traiter l'endométriose de façon plus naturelle, un peu comme les phages que j'avais eues pour Lyme, etc. Et aussi, j'ai eu d'autres suppléments, des suppléments genre vitamines, des sortes de enfin, on appelle ça complément alimentaire, mais c'est pas les compléments alimentaires en mode nutrition. C'est tout ce qui est en mode complément, mais pas des vitamines, enfin des suppléments naturels. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Des cures, voilà, des sortes de cures et tout ça. Et en fait, bon, ah, j'entre beaucoup dans l'intimité, mais moi, quand j'ai mes règles, en fait, j'ai pas beaucoup de saignements. Mais après mon deuxième passage aux États-Unis, je saignais plus que la normale. C'était des amas de sang. J'avais des amas de sang qui sortaient comme ça, c'était horrible. Genre, j'ai jamais eu ça de ma vie. C'est la première fois de ma vie que j'avais que des amas de sang qui sortent comme ça. Ça m'inquiétait. Bon, après, évidemment, ça s'est stoppé. C'était pas une hémorragie non plus, hein. Mais c'est très intéressant, en fait, parce que c'est vraiment arrivé dans la période juste après les États-Unis, au moment où je prenais les traitements. Mais après, évidemment, ça s'est régulé et j'ai plus du tout re-eu ça. Et en fait, c'était vraiment cette petite période après les États-Unis, en ayant cette cure de médicaments, etc., que j'ai eu ça et c'était trop bizarre. Vraiment, je vous jure, c'est des caillots de sang et c'était horrible. Limite, je me suis dit, mais je perds mes organes. Bon, c'est la première fois que je vous en parle. En sachant tous les gens qui regardent mes vidéos, qui me connaissent personnellement, je trouve ça un peu gênant. Mais c'est intéressant d'en parler, je pense. Pour moi, au final, c'est la santé, c'est l'humain. Enfin, il n'y a rien de tabou. Allez, hop. Et entre-temps, bah après, il n'y a pas que ça, parce que j'ai continué à avoir des crises et des douleurs, mais au fur et à mesure, ça allait mieux, mais aussi parce que j'ai beaucoup adapté mon mode de vie. C'est-à-dire que maintenant, je prends beaucoup de choses naturelles qui sont anti-inflammatoires, énormément de tisanes qui ont beaucoup de bienfaits. Et en fait, je connais mieux mon corps. En fait, depuis mon passage aux États-Unis, avec toutes les recherches que j'ai faites, etc., je connais bien ce que tolère mon corps, ce qui tolère pas, avec quoi il est fragile, ce qui peut provoquer des crises, etc., etc. Et en adaptant beaucoup mon quotidien, en y mettant beaucoup de choses naturelles. Après, évidemment, je vous dis pas le naturel, ça va vous sauver, etc. Mais si je parle de mon expérience
personnelle parce que chaque cas est différent, chaque parcours est différent. C'est vraiment mon point de vue. Après, voilà, faites-en ce que vous voulez. Mais personnellement, moi, je vous dis ce qui m'a aidé. Moi, ce qui a changé entre l'époque où j'ai été diagnostiquée et maintenant, bah, c'est vraiment euh, tous ces dispositifs qui ont été mis en place au niveau naturel, au niveau des soins aux États-Unis. C'est vraiment ça qui a fait la différence parce que maintenant, il faut savoir que j'ai beaucoup moins de crises d'endométriose. Avant, ça pouvait arriver plusieurs fois par mois. Maintenant, c'est environ une fois par mois. C'est fou ça, parce que d'habitude, il n'y avait pas un mois où j'avais pas de ce genre de crise insupportable. Bon, ça a été extrêmement rare les mois où j'ai pas eu du tout mal, parce qu'en fait, il y a toujours une douleur. Il n'y a jamais pas de douleur. Mais en fait, c'est tellement des douleurs supportables comparé à l'époque où c'était vidé d'énergie, à limite s'évanouir, etc. Que pour moi, c'est limite ne pas avoir de douleur. Donc maintenant, j'ai des crises qui sont beaucoup moins fréquentes et surtout beaucoup moins violentes. Après, ça peut varier. Par exemple, je peux ne pas avoir de crise extrême pendant 3 mois, puis durant un mois, avoir une crise tellement insupportable qui est comme l'époque. Enfin, ça varie beaucoup. Je suis pas guérie de l'endométriose, mais clairement, c'est plus quelque chose qui m'impacte, qui me fait agoniser autant que ça l'était à l'époque. Donc clairement, je le ressens qu'il y a une énorme amélioration. Donc comme quoi, j'ai bien fait. Quand j'ai vu que mon corps ne tolérait pas les traitements de l'hôpital et qu'il ne voulait m'aider que par rapport à ça, que j'ai vu que c'était une menace pour mon corps, pour mon organisme. Parce que tu le sens en fait quand ton corps il veut pas, faut pas forcer. Moi, je force plus parce que la médecine, vraiment j'étais un cobaye pour la médecine. Je vous dis pas les traitements que j'ai eu à l'époque, qu'ils ont aggravé certains symptômes, qui m'ont mis dans un état limite d'un légume, des états catastrophiques juste à cause des traitements. Quand tu vois qu'au final, bah il y a des choses que quand tu écoutes ton corps et que tu fais des choses un peu plus naturelles, ça t'aide comparé à des traitements. Bon après, attention, je ne vous dis pas les traitements, ça va vous tuer, ne les prenez pas. Voilà, écoutez toujours votre médecin, machin. Mais moi, je parle vraiment de mon expérience avec beaucoup de recul, etc. C'est mon ressenti. Voilà, moi, je pense ça, j'ai ressenti ça. Bah, tout ça pour vous dire qu'on doit retenir un peu de mon parcours, c'est que déjà, quand on vous dit, ça, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, quand vous avez une douleur qui est extrême, qui dure depuis des années, au point où bah, ça vous met dans des états où c'est handicapant, bah, c'était le cas, hein, c'était handicapant, hein, je pouvais plus rien faire dans ces moments-là, et qu'on vous dit que c'est normal, bah non, c'est pas normal. Ça veut dire que pour eux, ils s'imagineraient qu'il y a aucun problème au niveau de ton corps. Genre, ça veut dire ton corps, là, il fonctionne normalement, et puis se dit, tiens, on va lui provoquer une petite douleur par-ci par-là. Bah non. Si ton corps il a une douleur, moi j'interprète comme ça, c'est qu'il y a un dysfonctionnement quelque part, c'est que ton corps il parle, c'est qu'il y a un problème. Ton corps il a jamais hein, une douleur ou quelque chose comme ça, je pense pas. Donc s'il y a quelque chose qui perdure, etc., il y a quelque chose, il faut juste avoir le courage et la motivation de se battre pour trouver ce quelque chose, parce que j'avoue que moi aussi des fois j'en ai marre de chercher les causes alors qu'à côté j'ai des médecins que c'est censé être leur métier et ils ne coopèrent pas. Ça arrive beaucoup quand on souffre de choses malheureusement qui sont pas connues, rares, etc. C'est là où c'est un parcours du combattant malheureusement dans la majorité des cas pour être diagnostiqué, juste pour essayer d'aller mieux, bref. Et donc voilà, donc je vous disais, avant que je m'éloigne encore du sujet, que bah, si vous avez mal, c'est pas normal et en fait, faut pas lâcher. Si on vous dit que vous avez rien, faut avoir plusieurs avis. Il y a beaucoup de médecins qui savent pas détecter, d'autres qui savent très bien le faire, etc. On peut passer à côté de choses, donc c'est vraiment important d'avoir plusieurs avis. Moi, c'est ça que j'ai retenu après toutes ces années à subir bah, tout ce que j'ai subi. Il faut avoir plusieurs avis. Et au final, bah, moi, personnellement, à chaque fois que j'ai eu un symptôme qui n'allait pas, quelque chose que je suspectais et qu'on m'a dit que c'était rien et que je consultais par-ci par-là, on a toujours trouvé une cause. Maintenant, j'ai une cause à tous mes symptômes, enfin quasiment. Tous les symptômes auxquels on m'a trouvé quelque chose, au départ, on disait que j'avais rien du tout. Donc, vous voyez comme quoi. Et ensuite, bah, autre chose à retenir, c'est qu'il y a toujours de l'espoir. Ça, je voulais véhiculer avec beaucoup de choses. La gastroparésie, j'étais un cas encore une fois désespéré qui passait son temps à vomir, ça allait mieux. Maintenant, je ne passe plus mon temps à vomir, même s'il y a beaucoup de symptômes digestifs. Et ben, l'endométriose, c'est pareil. Je restais des heures dans mon lit, des heures à me cramer le ventre, etc. Bref, voilà. Et maintenant, bah, ça va mieux. C'est pas parfait, je suis pas guérie de ça encore une fois, mais j'espère que ça vous donnera de l'espoir que ça peut aller mieux. Moi, je ne pensais pas un jour aller mieux au niveau de l'endométriose parce que ça faisait que s'aggraver. Oui, il y a de l'espoir parce que moi, avant, quand les gens me disent qu'ils étaient malades et qu'ils allaient mieux, j'y croyais pas. En fait, tellement que je souffrais, je pensais que c'était impossible d'aller mieux. Mais quand après on va mieux, on se rend compte que il y a toujours de l'espoir. Et c'est là en fait qu'on réalise que ces paroles, c'est réel. Donc, je vous le dis, il y a toujours de l'espoir. C'est juste que peut-être vous n'avez pas trouvé les bons soins. Et ensuite, dernière petite chose pour cette vidéo, faut savoir que en fait, les douleurs de l'endométriose, elles sont très différentes de mes autres douleurs au ventre parce que oui, maintenant,
J'ai beaucoup de problèmes assez digestifs et tout, et principalement, donc j'ai plusieurs types de douleurs au ventre. J'ai les douleurs au niveau de la gastroparésie, l'estomac, c'est vraiment des douleurs en mode je suis ballonnée. C'est vraiment au niveau de l'estomac, je le sens très bien, comme des poignards dans l'estomac, etc. Ensuite, j'ai mes douleurs par rapport à l'appendicite chronique. Donc ça, c'est toujours un point bien localisé à droite. Et ensuite, bah, j'ai l'endométriose qui est en bas, vraiment dans la zone pelvienne. Donc j'ai endométriose, estomac, là. Et des fois, bah, c'est les intestins aussi. J'ai très mal aux intestins, en mode c'est ballonné. Et là, en fait, j'ai remarqué que quand j'ai les douleurs aux intestins, c'est très lié avec mes douleurs pelviennes. La majorité des cas, quand j'ai des crises de douleurs atroces au niveau endométriose, ça me joue beaucoup sur mon transit, comme je vous ai dit. Donc dans ces moments-là, j'ai beaucoup de diarrhée, je peux passer des heures aux toilettes et j'ai très mal au ventre, voilà, toute la zone. Et des fois, bah, ça arrive aussi que je suis très ballonnée au niveau du ventre, j'ai très mal au niveau des intestins et j'ai aussi mal comme si j'avais une crise d'endométriose. Après, j'ai appris en fait que l'endométriose, ça pouvait se loger un peu partout dans le corps. C'est pas qu'une maladie qui touche la zone pelvienne. Le corps, encore une fois, c'est un ensemble. Donc ça m'étonne pas que tout soit lié au niveau là, endométriose, intestin, au niveau pelvien, intestin, etc. Et malheureusement, la médecine conventionnelle qu'on connaît tous, ben, ils sont très centrés à bien localiser des problèmes et les séparer. Je pense que si la médecine était un ensemble, ce serait un peu plus cohérent et plus adapté, plus efficace niveau soins, je sais pas. Du coup, tout est lié encore une fois. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça a été un peu plus clair au niveau de où j'en suis par rapport à cette maladie. N'hésitez pas, si vous souffrez également d'endométriose et d'adénomiose, à témoigner de votre parcours avec cette maladie aussi dans les commentaires. D'ailleurs, petit bonus, hein, j'ai oublié de vous préciser, mais en fait, le mois de l'endométriose, il est associé à la couleur jaune. Et en fait, c'est pour ça que j'ai mis ce t-shirt. J'ai pas de jaune dans ma garde-robe. J'avais un Kigurumi Pikachu, mais je l'ai même plus, je l'ai donné à mon frère, je crois. J'avais une veste Pikachu, pareil, je lui ai donné, parce que je la mettais jamais. J'avais un pull aussi d'un chanteur que j'ai rangé dans une valise tellement que je le mets jamais. En fait, j'ai tellement peu de jaune que j'arrive à vous citer tout ce que j'ai de jaune dans ma garde-robe. Et en fait, ce t-shirt, c'est la seule chose de jaune qui me reste dans ma garde-robe, donc c'est pour ça que je l'ai mis. D'ailleurs, en novembre, je vais de nouveau retourner voir le concert des Vocaloid. Donc j'aurai trop hâte de vous partager tout ça. Ah, ça y est, j'arrête parce que je vais encore m'éloigner du sujet, je suis tellement fatiguée. Et sur ce, eh bien, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine.